Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 26. L'origine des stéréotypies avec Vétologie, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour cette 4e saison, vous me retrouvez aux côtés de différents professionnels pour vous aider à construire votre relation avec votre cheval. Entre conversations longues, réflexions et partage des dernières découvertes, chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts en devenant propriétaire. Aujourd'hui, je reçois 2 docteurs vétérinaires spécialisés en médecine du comportement. Il s'agit de Laure Bonatti et de Mathilde Guillon, à l'origine du podcast Vétologie. Nous allons aborder ensemble un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. Je regrette amèrement le nombre de fois où j'ai cherché à empêcher cette jument de prendre appui avec ses dents sur sa mangeoire quand je devais la sangler pour aller prendre mon cours. Je regrette aussi d'avoir haussé le ton quand je passais dans l'écurie avec la brouette de grain et que certains des chevaux tapaient dans leur porte de boxe. Mais comment savoir que je faisais mal ? Je voyais mes encadrants faire de même. À l'époque, aucune mention des stéréotypies dans mes livres de galop. D'ailleurs, je ne suis même pas allée vérifier s'ils sont mentionnés aujourd'hui dans les programmes. J'avais vaguement entendu parler du fait de ticker à l'appui ou ticker à l'air, et encore. Personne ne m'avait pris le temps de m'expliquer pourquoi et comment. Il m'a suffi d'une journée de stage en horsemanship pour en entendre parler et ensuite commencer à en voir un peu partout. À commencer bien sûr par Instagram ou TikTok. Parce que le problème, c'est que ce ne sont pas des vidéos qui sensibilisent sur la question. C'est plutôt l'inverse. Je me suis donc revue il y a quelques années en arrière, quand moi non plus, je ne savais pas que le cheval qui tique à l'ours, ce n'était pas vraiment synonyme de se balancer sur place dans la joie et la bonne humeur. Le dernier épisode reprenait les besoins fondamentaux et le budget-temps. Si j'ai fait ce chapitre, c'est qu'il était essentiel pour comprendre ce qui va suivre. On sait aujourd'hui que ces comportements, les stéréotypies, sont développés en réponse au stress, à l'ennui, à la privation de contact entre équidés, au manque de fourrage. Alors, on devrait régler facilement le problème, non ? Il suffit de remplir les 3 F et on devrait être tiré d'affaire. Un peu simple pour être vrai. Parce que le truc avec les stéréotypies, c'est qu'il y a les visibles, celles que l'on peut constater facilement, une fois que l'on y a été sensibilisé bien sûr, et celles qui passent encore trop souvent comme inaperçues. Quand un cheval commence à en développer, on ne peut plus revenir en arrière non plus. C'est inscrit en lui, et il faudra parfois des années pour atténuer, gommer celle-ci, malgré la réponse aux besoins fondamentaux apportés par le nouveau propriétaire. Si elles sont le reflet d'un désordre ou l'expression d'un mal-être, comment les prévenir ? Comment être sensible à tous les facteurs qui les déclenchent ? Toutes ces questions, c'est celles que j'ai donc posées aux docteurs vétérinaires Mathilde Guillon et Laure Bonatti, consultantes en médecine du comportement. C'est parti, bonne écoute. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. J'aimerais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme pour chaque épisode en fait, vous demander de vous présenter un petit peu et de parler de votre parcours et du coup de votre rapport au sujet. Alors, écoute, merci beaucoup Fanny de ton invitation. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Donc, pour nous présenter en quelques mots, donc moi je m'appelle Laure Bonatti, je suis vétérinaire et je suis en train de me spécialiser en médecine du comportement. Donc, je reçois des chiens, des chats et on aimerait développer également la médecine du comportement du cheval. Donc en fait, on a Mathilde et moi, on s'est rencontrés lors d'un diplôme en fait qu'on fait à l'issue, des études vétérinaires qui s'appelle un CEAV
Et donc on s'est rencontrés pendant ce CEAV et on a décidé, comme le courant passait bien entre nous et qu'on avait, les mêmes objectifs, je pense, de créer un podcast ensemble qui parle d'éthologie vétérinaire et de comment l'éthologie, donc la science qui étudie le comportement, nous permet de comprendre et d'essayer de résoudre et en tout cas de prévenir l'apparition de comportements indésirables chez les chiens, les chats et les chevaux. Et après ce, diplôme, on s'est lancé dans une grande aventure donc pour devenir spécialiste européenne en médecine du comportement toutes les 2. Et donc, je m'appelle Mathilde Guillon, je suis aussi vétérinaire. Je ne vais pas rajouter grand-chose sur mon parcours. Laure a déjà tout dit et on peut à peu près calquer le même parcours sur moi. Euh, Moi, je me suis lancée dans la médecine du comportement pour la recherche d'une meilleure relation en fait entre les humains et les animaux. Et j'ai vu que c'était quelque chose qui marchait bien sur les chiens et les chats. Et c'est aussi quelque chose qu'on gagnerait à développer évidemment avec les chevaux parce que des problèmes relationnels, des problèmes de communication humain-cheval, il y en a énormément. Hein. Ces deux espèces qui ont parfois du mal à se comprendre et à se faire comprendre l'une l'autre. Donc, j'aime bien avoir ce rôle de traductrice et je pense qu'il est aussi nécessaire avec les chevaux. Et donc, notre podcast Vétologie, c'était aussi une manière de traduire, entre guillemets, à plus grande échelle, de partager un peu nos connaissances pour que les propriétaires d'animaux en général, mais en particulier de chiens, de chats et de chevaux, puissent mieux comprendre leurs animaux. Merci à vous deux. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous inviter pour parler des stéréotypies qui concernent les 3 espèces que vous venez de citer. On va bien sûr s'intéresser particulièrement à celles qui expriment le cheval, mais on fera peut-être aussi quelques allers-retours sur les autres espèces. Alors pour commencer, si on doit donner une courte définition des stéréotypies, il s'agit d'un geste ou d'un mouvement répétitif qui n'a, a priori, pas de but évident. On fait donc souvent la comparaison avec les tics et les tocs chez l'humain. Est-ce que vous pourriez me donner votre définition et nous expliquer pourquoi et comment elles apparaissent ? Alors comme tu l'as dit, une stéréotypie en fait, c'est un comportement invariant, répétitif et pour lequel on n'arrive pas à identifier de but, apparent tout de suite, visible. Donc effectivement, ces comportements, déjà pourquoi et comment ils apparaissent? Je pense qu'il faut qu'on commence à expliquer déjà dès le départ qu'il y a 2 types de stéréotypies différentes. Il y a les stéréotypies dites orales et les stéréotypies dites locomotrices. Donc ça, c'est vrai dans plein d'espèces, hein, parce qu'on a parlé chat, chien, chevaux, mais en fait, les stéréotypies, on les voit chez tous les animaux d'élevage, on les voit aussi chez tous les animaux en captivité dans les zoos. Donc déjà, on peut se dire que la stéréotypie, c'est un comportement anormal, puisque ces comportements, ils n'apparaissent pas dans les conditions naturelles. Donc les chevaux en milieu naturel n'ont pas de stéréotypie, mais ce n'est pas seulement les espèces domestiques qui font des stéréotypies, puisque si tu mets des chevaux de Przewalski, par exemple, en zoo, eh ben, ils ont aussi des stéréotypies. Donc vraiment, la stéréotypie, elle apparaît a priori dans des conditions environnementales qui ne sont pas des conditions naturelles, avec des animaux en captivité. Je pense que le mot qu'on peut utiliser, c'est captivité, sachant qu'on met nos animaux domestiques en captivité. Et donc, il y a 2 types de stéréotypies, orales et locomotrices, qui apparaissent chez le cheval à 2 moments différents. Les stéréotypies orales, on les on les relie vraiment au sevrage et je pense que tu voudras qu'on en parle un peu plus, précisément par la suite. Exactement. Donc les chevaux, les poulains commencent à avoir des stéréotypies orales à partir du moment où on fait le sevrage et en fait, on pense que la motivation derrière, c'est d'avoir un comportement, de tétée et de succion qui est empêché par le sevrage puisqu'on sépare le poulain de la mère et donc le poulain fait ce qu'il peut pour réussir à téter parce qu'il a cette grande motivation. Donc là, ça va être les stéréotypies orales, notamment, tic à l'appui et tic à l'air et après tu as toutes les stéréotypies locomotrices que là, on va plutôt ranger dans la catégorie de comportements qui apparaissent lorsqu'il y a une frustration et c'est probablement soit une frustration sociale, soit une frustration, alimentaire malgré tout. Donc là, les animaux ont une grande motivation à faire un comportement qui est empêché et ça apparaît plus tard, vers 60-64 semaines. Ça, les études sont très précises là-dessus. Donc les chevaux ont déjà été sevrés et ils sont mis dans des conditions environnementales où a priori, on les empêche d'avoir des interactions sociales ou de bouger comme ils le veulent.
Donc là, ça va être des chevaux qui font du tic à l'ours, donc qui se balancent d'un pied sur l'autre, ou qui font de la marche automatique dans leur box, ou même dans la marche automatique dans leur paddock, hein. Tous ces chevaux qui tracent des chemins le long des clôtures, c'est aussi des comportements stéréotypés. En fait, si on veut résumer un peu, les stéréotypies, je pense qu'on peut dire qu'elles apparaissent quand on a un environnement qui répond pas aux besoins de l'animal. Alors c'est pas systématique, hein, évidemment, il y a plein d'animaux malheureusement qui vivent dans des environnements qui ne répondent pas à leurs besoins et qui n'ont pas de stéréotypie. Mais pour autant, quand on a une stéréotypie qui apparaît, il faut se dire qu'il y a un besoin qui est pas comblé et que donc il faut aller chercher de ce côté-là. Si on veut faire un peu le parallèle, si on pense à tous ces chats qui s'arrachent les poils par exemple, ou aux chiens qui c'est un peu à discuter, mais des chiens qui tournent après leur queue, qui attrapent leur queue, ben, tout ça c'est aussi des stéréotypies et ça apparaît dans des conditions où l'environnement ne permet pas à l'animal de s'adapter en fait. Parce que l'environnement ne répond pas à ses besoins. Et donc, pour combler ce besoin locomoteur, ce besoin alimentaire qui n'est pas comblé, l'animal va se mettre à développer des comportements qui sont complètement dits anormaux. Hein. En anglais, on dit abnormal repetitive behavior. Donc, c'est vraiment des comportements qui sont répétitifs et anormaux parce qu'ils n'apparaissent pas en conditions naturelles. Et donc, c'est une question de réponse aux besoins, et donc, Laure l'a dit, hein, de frustration. Et on peut même aller jusqu'à dire que ça apparaît dans des conditions où le bien-être est potentiellement compromis. Ouais, quand on voit une stéréotypie apparaître, il faut toujours se poser la question du bien-être de l'animal et se dire que ça apparaît parce que les conditions environnementales sont Défavorable. suboptimales ou défavorables, on peut dire le mot, effectivement. Ok, donc les stéréotypies sont classées en 2 grandes catégories et elles apparaissent pour pallier au manquement dans la satisfaction des besoins de l'animal. Alors si mon cheval se met à faire un mouvement répétitif locomoteur, probablement qu'il a besoin de plus se déplacer et de plus d'interaction, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça. Du coup, on vient déjà de mentionner le tic à l'air, le tic à l'appui, le tic à l'ours, qui sont les stéréotypies, on va dire, les plus connues. D'ailleurs, en fait, est-ce qu'elles sont les plus connues parce que les plus visibles quand on traverse une écurie avec des rangées de box, ou parce que c'est vraiment les plus fréquentes chez les chevaux, ou encore les plus remarquables, les plus facilement remarquables. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer à quoi ressemble un tic à l'air d'ailleurs pour celles et ceux qui ne verraient pas ce que c'est, mais on va dire qu'on ne peut pas vraiment le louper. C'est ça. Et ça s'entend aussi. Oui, c'est vrai. En fait, dans le cas du tic à l'appui, on voit le cheval qui va vraiment donc prendre appui avec ses dents sur un support, souvent la mangeoire, la porte du box. Et donc dans le cas du tic à l'ours, en fait, le cheval va se balancer de l'antérieur gauche sur l'antérieur droit, et donc voilà, il va avoir ce petit mouvement inlassable devant la porte du box. Alors je suppose qu'il y en a donc plein d'autres, des stéréotypies plus discrètes et qui peuvent passer donc inaperçues. Alors pour continuer, est-ce qu'on peut essayer de se dresser un petit panorama de l'ensemble des stéréotypies recensées à date pour l'espèce cheval ? Alors, plus discrète, oui, c'est vrai, et je vais y revenir rapidement, mais il y a aussi un côté où les stéréotypies apparaissent et en fait, c'est très mal interprété par l'humain. Donc, on va avoir des stéréotypies qui vont apparaître et l'humain va dire ah bah il joue, ou il fait le clown, il attire l'attention. Ah, c'est Donc, rigolo qu'ils fassent ça à chaque fois après avoir mangé, des choses comme ça. voilà. Donc ces stéréotypies-là, ça va être tout ce qui va être jouer avec sa langue, des chevaux qui sont parfois même dans leur pré ou dans leur box avec la langue sortie et ils secouent la tête et ils ont des mouvements de langue qui sont très répétitifs en fait, si on prend le temps de les regarder, mais qui ont l'air effectivement, qui sont assez rigolos pour l'humain et qui ont l'air d'être un jeu. Donc ça, c'est une stéréotypie aussi, en fait. On va avoir aussi des chevaux qui vont téter sa langue. J'ai connu un poney qui, après chaque récompense, se mettait à téter sa langue. Donc ça, très clairement, c'était une stéréotypie. Et les humains autour de lui disaient « Oh bah oui, bon, c'est une habitude qu'il a ». Oui, c'est vrai, c'est une habitude qu'il a, mais c'est une habitude qui était révélatrice de quelque chose qui s'était mal passé à un moment dans la vie du poney.
Après, tout ce qui va être jeu avec des objets aussi, je pense que c'est souvent très mal interprété par l'humain. Le cheval qui va attraper toutes les brosses autour de lui au pansage, qui va secouer sa longe, qui va attraper sa longe, qui va attraper son mousqueton aussi. Moi, quand je vois un cheval faire ça, qui attrape son mousqueton, je me dis, mais bon sang, c'est froid, ça doit pas être très agréable sous les dents. Quel est le besoin d'aller attraper un mousqueton en métal? Ben ouais, c'est probablement parce qu'il y a quand même quelque chose qui va pas très fort à ce moment-là. Donc toutes ces stéréotypies-là, en fait, c'est souvent perçu comme du jeu, c'est souvent perçu comme quelque chose d'amusant pour l'humain aussi. L'humain va trouver ça rigolo, ah bah oui, ce cheval-là, il est très joueur, c'est un clown, etc. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose de positif. En tout cas, ça doit interroger à ce moment-là. Et après, Laure le disait tout à l'heure, mais les chevaux qui marchent de manière répétitive, de manière automatique, qui creusent des tranchées dans leur paddock, ou dans leur box en se déplaçant, ça, c'est des mouvements répétitifs. Ça peut être assez discret parce que pour peu que le cheval soit dans un paddock et qu'il trace un grand itinéraire, bah, en fait, on ne se rend pas compte que le mouvement est toujours le même. Si on passe rapidement 30 secondes devant le paddock, on voit juste le cheval marcher. Et donc, c'est l'observation longue qui va nous donner un indice sur le fait que ce soit une stéréotypie. Donc ça peut aussi faire passer la stéréotypie inaperçue parce que certaines sont assez complexes. Je me souviens avec Laure, quand on était en formation aussi pour faire un autre parallèle, on avait eu un moment d'observation au zoo de Vincennes. On avait vu notamment chez les primates que certaines stéréotypies étaient extrêmement complexes. La séquence était très très longue. On avait C'est des très animaux qui... élaboré en fait. C'est ça. On avait une stéréotypie qui durait parfois 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Bon, bah ça, typiquement, si on reste pas devant l'enclos longtemps, on la voit pas. Et donc, c'est la même chose pour les chevaux, je pense. Certains ont peut-être des stéréotypies qui sont très complexes, avec des séquences qui sont extrêmement longues, et donc qui peuvent aussi faire passer les stéréotypies inaperçues. Mmh. Après, du coup, si on peut résumer et avoir une liste un peu exhaustive de toutes les stéréotypies qui ont été décrites chez le cheval, il y a toutes les stéréotypies de mâchonnement, les stéréotypies de léchage, donc soit le cheval qui se lèche les lèvres, soit qui lèche son environnement. Tu as ceux qui mâchonnent du bois, ceux qui font effectivement du tic à l'appui, donc ils mettent leurs dents sur un poteau et ils avalent de l'air. Tu peux aussi le faire sans appuyer les dents, donc c'est ce qu'on appelle le tic à l'air. Et où il y a ce son caractéristique du cheval qui avale l'air effectivement. Ceux qui marchent en rond dans leur box ou dans leur paddock, donc le tic à l'ours, les chevaux qui se balancent, ça s'appelle comme ça parce que les ours font ça en zoo et les éléphants aussi font ça dans les zoos. Ils se balancent d'un pied sur l'autre. Tu as ceux qui tapent dans la porte du box, soit avec leur antérieur, soit avec leur postérieur. Ça aussi, c'est des comportements stéréotypés. Et ça peut aller même jusqu'à de l'automutilation, notamment chez certains étalons, où on a vraiment ça, hein, le cheval qui vient se mordre au point de se blesser. Et ça, on le voit aussi d'ailleurs chez les chats, qui, à force de faire de l'hypertoilettage, finissent par se faire des vrais plaies de grattage au niveau du cou ou même s'arrachent les poils au niveau du ventre. Et puis après, et là je parle en connaissance de cause parce que mon petit pur sang que je viens de récupérer fait ça, il y a tous les mouvements de tête stéréotypés. Donc tu as des mouvements de bas en haut ou sur le côté, de gauche à droite, peu importe, mais en tout cas tous ces mouvements de tête stéréotypés, c'est comme son nom l'indique aussi des stéréotypies et que parfois on confond avec le head shaking, hein. Donc les gens disent: «Ah mais il fait du head shaking». Alors le head shaking, ça veut pas dire grand-chose, ça veut dire secouer la tête et il y a plein de causes à ce head shaking et parmi les causes, il peut y avoir des stéréotypies. Écoute, là, je crois qu'on a fait le tour, mais en fait, il y en a effectivement beaucoup qui sont décrites. Et pour revenir à ta question de départ, pourquoi on parle plutôt de tic à l'appui dans les et que c'est celle qu'on décrit tout de suite quand on est novice en équitation, c'est aussi celle qui est le plus étudiée dans les publications scientifiques. On a refait le tour, Mathilde et moi, de la bibliographie sur le sujet et effectivement, la plupart des publications parlent de tic à l'appui et tic à l'air et mettre un peu de côté les autres stéréotypies. Par contre, si on essaye d'estimer le nombre de chevaux qui font des stéréotypies sur Terre, pareil, les avis sont partagés selon les auteurs dans la littérature. Mais je pense qu'il y a bien 20 à 30% des chevaux qui ont des stéréotypies. Et c'est probablement du coup très sous-estimé par la plupart des gens parce qu'on voit un ou deux chevaux pardon, dans une écurie qui font des stéréotypies parce que c'est les plus visibles, mais en fait il y en a plein d'autres qui sont pas identifiés et je pense que ce chiffre de 20 à 30%, il est crédible. Waouh. C'est assez énorme en fait.
C'est assez énorme et donc c'est super intéressant. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Mathilde, avec les chevaux qui attrapent tout. Justement, c'est le cas de Iggy, ma jument, qui a 4 ans. Elle est très curieuse naturellement et du coup, autant ça m'est utile pour avancer dans son apprentissage, autant par exemple pour le ponçage, c'est un peu une tannée parce qu'elle va mordre l'anneau, la longe, lécher le mur ou se mettre à faire un peu le zigzag. Donc, je sais pas toujours si je mets ça sur le coup de l'impatience ou de la frustration de ne plus pouvoir bouger. Mais perso, du coup, ça me dérange un petit peu, dans le sens où je vois bien que c'est pas un moment où elle profite, en fait. Et du coup, ces derniers temps, j'essaie vraiment d'amener du calme, de pas trop précipiter, on va dire, tout le moment du pensage, de moi prendre le temps de faire des pauses. Et je l'occupe aussi avec une pierre à sel pour essayer de transformer voilà, ce moment-là, cet apprentissage-là aussi en quelque chose de plus serein. Comment on fait la différence entre la naissance d'un comportement, un simple comportement qu'on vient renforcer, la jeunesse ou l'apparition d'un vrai tic, d'une vraie stéréotypie? Je pense qu'il faut savoir observer le contexte global. Euh, Mm. pour rebondir sur ton témoignage, je peux faire le même parce que j'ai un cheval que j'ai acheté quand il avait 5 ans. Je l'ai connu quand il avait 4 ans, c'était mon cheval de demi-pension. Et alors, étonnamment, quand je l'ai connu, il n'avait pas du tout ces comportements de mise en bouche, de s'allonge, de ses brosses, etc. Et c'est venu progressivement. C'est un cheval qui était très ulcéreux quand je l'ai acheté. On reviendra un petit peu sur les ulcères gastriques parce que on va voir que ce sont des choses, les stéréotypies et les ulcères gastriques, qui sont étroitement liés. Mais ce cheval-là, donc, il a vraiment cette tendance-là. Et j'ai été, hein, moi, la première à dire bah oui, mais il joue, etc. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que ces comportements-là étaient majorés par des contextes de stress. Donc, des contextes où il y a beaucoup de chevaux autour, par exemple, des contextes où il y a beaucoup d'agitation, du bruit, du vent aussi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu comprendre que c'était pas quelque chose de sain et que c'était pas quelque chose de normal et en tout cas pas du tout positif pour lui. Donc il y a des choses à mettre en place et effectivement je pense que c'est complètement justifié de vouloir apporter du calme, non pas en corrigeant évidemment ni en punissant, mais en faisant en sorte que le moment de pensage, le moment d'attache soient des moments qui soient peu contraignants, donc limiter le niveau de contrainte et vraiment faire en sorte que ces moments soient perçus comme positifs pour le cheval en essayant de ne pas déclencher ces comportements d'impatience, de frustration. Mm. Il y a 2 choses que je voudrais ajouter à ce que vient de dire Mathilde, c'est que je pense que le mot clé à avoir en tête, c'est vraiment le mot de consentement. Tu peux très bien faire en sorte que le pansage se fasse avec le consentement du cheval et donner une pierre à sel, c'est effectivement aussi Mmh. une bonne idée, mais tu pourrais mettre un filet à foin ou quelque chose comme ça et donc travailler sur le fait que ta jument, elle peut, dire quand ça va pas, quand je sais pas, peut-être que la stimulation tactile du pansage, c'est quelque chose de difficile pour elle, hein. La sensibilité tactile est différente selon les chevaux et il y a d'ailleurs, une étude qui dit que les chevaux qui ont des stéréotypies sont aussi ceux qui ont une plus grande sensibilité tactile. Donc peut-être que pour eux, ça fait trop d'informations d'un coup et qu'effectivement, c'est un moyen qu'ils ont, ces comportements répétitifs, bah, d'exprimer qu'il y a quelque chose qui va pas à ce moment-là. Donc tu pourrais effectivement faire, enfin, toi et tous les autres et moi, c'est ce que je fais aussi avec mon pur sang qui a des stéréotypies effectivement. J'essaye de faire en sorte que tout se fasse avec son consentement et qu'il puisse savoir ce qui va lui arriver. Donc pouvoir avoir un peu de contrôle et sur ce qui va lui arriver et pouvoir se préparer. Le terme est peut-être mal choisi, mais voilà. Donc c'est vraiment consentement, consentement, consentement. On ne punit pas et on obtient le consentement de son animal dans les soins qu'on veut lui faire. Et ma deuxième question pour Iggy, ce serait est-ce que tu sais comment elle a été sevrée? Non, 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 bien sûr que non. Euh, Non, enfin, j'avais posé la question, hein, mais on m'a rien laissé sous-tendre de particulier. Je ne sais même pas en fait d'ailleurs qui est son père. Elle est ONC, elle est arrivée donc enfin sa mère est arrivée pleine dans le camion. Donc c'est bien que, enfin d'une certaine manière, c'est toute une enquête et c'est bien parce que ça m'évite d'avoir trop de préjugés. Mais effectivement, pour d'autres sujets, c'est plus difficile de, comment dire, de partir avec
certaines connaissances, on va dire, de base. Alors, le pansage, comme je disais, c'est un peu mon sujet du moment. Mmh. Et pendant longtemps, en fait, ce qu'on a fait, c'est que je checkais juste vite fait les bobos, je curais les pieds, etc. Par contre, maintenant, parce qu'on avance vers le débourrage, j'y accorde de l'importance et j'essaye d'observer dans quel cas elle est le plus agitée. Et en fait, peut-être qu'elle avait pas aussi juste pas vraiment appris non plus. Je l'ai récupérée avec un pré-débourrage, donc bien sûr qu'elle n'avait pas 10 ans de pratique à la tâche. Et perso, moi, j'ai rien entretenu la première année, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les stéréotypies locomotrices, notamment, sont très liées à la motivation et à l'envie d'avoir quelque chose et la recherche de ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Donc, typiquement, le cheval qui va savoir qu'il va avoir à manger, qui va se mettre à taper dans son box beaucoup plus, ou qui va se mettre à secouer beaucoup plus la tête, etc. Donc, peut-être aussi que dans ces contextes-là de chevaux qui jouent avec leur longe au pansage, et ben en fait c'est de l'anticipation aussi. Le cheval est en train de chercher à obtenir quelque chose. Ça peut être l'attention de l'humain, ça peut être le fait d'être détaché aussi, tout simplement, parce que on peut très bien se dire oh bah mince, tu joues avec ta longe, bon bah je vais te détacher, on va aller faire autre chose. Bah oui, mais du coup on a aussi renforcé ce comportement-là. Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en tout cas, c'est des choses à interroger et peut-être que par la recherche finalement de l'obtention de quelque chose, le cheval va exprimer ces comportements-là et que ça va devenir des comportements répétitifs, mais qui à la base avaient une fonction. Donc c'est vraiment quelque chose à démêler aussi. Ce comportement-là, il avait peut-être une fonction au départ, peut-être qu'il en a toujours une. Peut-être que c'est pas la même fonction d'ailleurs non plus, mais je pense qu'il faut aussi voir ces comportements-là comme des comportements liés à l'anticipation et à la recherche de quelque chose. Donc ça peut être aussi une manière d'observer ce contexte de pensage-là pour ta jument. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, pour illustrer ce point, j'ai arrêté de nourrir à la tâche il y a quelques mois, car je me suis en fait rendu compte que ça créait vraiment de la confusion pour elle. Est-ce que l'on vient manger Mm. Est-ce qu'on vient à cet endroit pour faire les soins? Et du coup, pour moi, je voulais vraiment faire en sorte Mm. que l'air de pensage ne soit vraiment pas associé au fait de manger. Surtout que c'est quelque chose du coup d'imprévisible pour le cheval. Si tu te mets un peu dans la tête du cheval 30 secondes, tu réalises que le cheval il est à l'air de pensage et il sait pas ce qui va lui arriver parce que tu peux pas lui expliquer avec des mots, lui dire aujourd'hui je vais te penser, aujourd'hui je vais te nourrir. Donc elle est peut-être en train de se demander, et pas que ta jument, hein, c'est vrai pour plein de chevaux je pense, va y avoir un saut de nourriture qui va arriver, mais quand, à quel moment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça aussi, parce que le cheval va peut-être chercher des solutions pour obtenir la nourriture. Euh, et, euh, et donc ce côté incertain, imprévisible, ça augmente évidemment la frustration et le niveau d'anxiété. Et donc ça peut faire apparaître des stéréotypies complètement. Sachant que on a montré un lien entre l'appétence de la nourriture et l'apparition de stéréotypies. Les chevaux font plus de stéréotypies quand tu vas leur donner un aliment très appétant. Donc typiquement, une ration de concentré pour un cheval, c'est beaucoup plus appétant que de la fibre, du foin et cetera. Donc ça, c'est très net, hein. Plus tu vas donner un aliment concentré, plus le cheval va avoir des stéréotypies et souvent effectivement, qui apparaissent, avec un effet rebond presque après le repas ou avant le repas. Moi, très clairement, Artico, mon pur sang, lui, il fait des mouvements de tête répétitifs à chaque fois qu'il s'attend à avoir à manger et du coup, c'est même très compliqué de le récompenser et c'est j'ai pas la solution, hein, à donner aux gens, mais moi, je sais qu'au départ, je travaillais évidemment beaucoup avec des récompenses alimentaires et lui, ça a fait exploser ses stéréotypies. Donc c'est très compliqué de pouvoir récompenser un cheval quand on sait que c'est la récompense alimentaire appétante qui va déclencher ces stéréotypies. C'est un cercle vicieux, hyper compliqué quand on est propriétaire. On vient du coup de parler beaucoup de frustration liée à l'anticipation. Et est-ce que ces stéréotypies, elles ont un effet calmant, apaisant? Je ne sais pas si c'est les bons mots. Comment en fait elles sont décrites par la science aujourd'hui? Et quelle est la fonction réelle en fait de ces comportements stéréotypiques? Alors, ce qu'on suppose à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, les stéréotypies permettent aux animaux, de s'adapter à une contrainte, environnementale, qui apparaît à un moment donné
Et comme tu disais, en fait, dire qu'un comportement n'a pas de fonction, en éthologie, ça a pas vraiment de sens parce qu'on considère que si le comportement persiste dans le temps, ça veut dire qu'il a été renforcé à un moment et qu'il continue à être produit. Donc pour expliquer ça, on suppose que en fait, les stéréotypies ont un mécanisme derrière d'auto-renforcement. C'est-à-dire que le cheval, il va se renforcer lui-même dans ses stéréotypies. Alors c'est le cheval et c'est vrai probablement pour toutes les autres espèces. Donc voilà, il y a à la fois ce côté, auto-renforçateur et ce côté probablement qui permet aux animaux qui produisent des stéréotypies de s'adapter un peu mieux à des contraintes environnementales. Donc en gros, on se dit que, bah, les chevaux qui ont des stéréotypies, ça leur permettrait en fait de faire, face plus facilement que les autres à un stress environnemental important et à une frustration environnementale. En fait, ce qu'on sait, c'est que les stéréotypies, elles ont un peu un effet addictif. Et d'ailleurs, elles sont reliées beaucoup au circuit de la dopamine. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'addiction, hein, qui est bien connu aussi chez l'humain, hein. C'est tout ce qui a un rapport notamment avec les gens qui jouent de manière compulsive ou autres addictions. La dopamine, c'est le système de la récompense. Donc en fait, quand on obtient une récompense, on a des circuits de la dopamine qui sont activés, pour parler très brièvement. Et donc un côté addictif, un côté renforcé qui s'installe et qui donne envie d'y retourner, en fait, d'aller recommencer à exprimer ce comportement-là. Et c'est probablement aussi le cas des stéréotypies. En fait, le, toutes les stéréotypies ont probablement cet effet d'activation des circuits de la dopamine et donc ont un côté addictif. C'est pour ça qu'elles s'expriment souvent de plus en plus, que ce comportement va en augmentant, il apparaît dans de plus en plus de contextes, etc. Parce que il a vraiment une fonction de renforcement, une fonction addictive. Et donc il va apporter quelque chose. Alors apaisant, est-ce que c'est le mot? Je suis pas sûre, mais c'est plutôt Mmh. perçu comme une auto-récompense. Mmh. On a mentionné la manifestation des stéréotypies dans différents cas de figure, pansage, paddock, box, pré. Finalement, ils se manifestent surtout dans leur lieu de détention. A-t-on également observé des liens, du coup, je me dis, entre stéréotypie et pratique équitante, enfin équitation en tant que telle? Est-ce qu'on a déjà remarqué l'apparition de tics dans un contexte d'apprentissage ou dans des moments où l'on cherche à faire quelque chose au cheval? Tu veux dire, est-ce qu'un contexte d'apprentissage peut, déclencher une stéréotypie? C'est ça. Heu, alors, c'est un peu une question compliquée. Je pense qu'effectivement, la pratique équestre peut faire naître un stress important et à un moment que le cheval y réponde par un comportement répétitif qui ensuite va s'émanciper du contexte et apparaître à d'autres occasions. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que, le facteur de risque pratique équestre dans l'apparition des stéréotypies, il est bien moins important que tous ceux dont on a un peu parlé avant, qui sont, la façon dont on nourrit, la façon dont on héberge, la façon dont on fait le sevrage, est-ce qu'il y a des interactions sociales, heu et cetera. Donc les facteurs de stress importants dans la vie de nos chevaux domestiques, c'est vraiment ça, quoi. Est-ce qu'ils ont des copains? Est-ce qu'ils ont du fourrage toute la journée? Est-ce qu'il y a eu un sevrage, dans des conditions acceptables pour le bien-être du poulain et de la mère ou pas? Voilà, c'est ça la base quand même, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair, les conditions de détention, le respect des besoins fondamentaux, du budget temps, on en parlait avec Marie Sutter, c'est les points clés pour limiter du coup leur apparition. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde sur la question du sevrage. On en a rapidement parlé en intro. Donc la question du sevrage et des différents moments clés dans la vie du poulain qui sont responsables de l'apparition des stéréotypies. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ces moments-là sont responsables. Pouvez-vous nous expliquer en fait précisément ce qui se passe, ce qu'ont démontré les études, qu'est-ce qu'elles révèlent justement? Alors, effectivement, je pense que le premier point dont il faut qu'on parle, c'est le sevrage. Heu et il faut vraiment que tous les propriétaires de chevaux, tous les cavaliers, tous les moniteurs, tous les vétérinaires aussi réalisent que le sevrage tel qu'on le fait
en conditions domestiques est très différent du sevrage en conditions naturelles. Donc ça, on sait maintenant comment se passe le sevrage dans des conditions naturelles parce les éthologues, ont été observer des chevaux, en conditions naturelles ou semi-naturelles, notamment ça a été fait chez les chevaux islandais, hein, qui vivent, dans des conditions dites semi-naturelles. Donc dans la vraie vie, des chevaux qui vivent, en groupe, et pas en captivité, le sevrage, il a lieu autour de 9 à 10 mois, d'accord? Et on pense que c'est le poulain qui qui déclenche le sevrage alimentaire. C'est-à-dire que le poulain va arrêter de téter la mère et donc il y a plus, l'alimentation lactée et il y a plus de tétée. Mais et franchement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce qu'il y a un sevrage alimentaire que le lien entre la mère et son poulain s'arrête. Le poulain et la mère restent des partenaires privilégiés, même après le sevrage alimentaire et souvent jusqu'à la naissance du poulain suivant, voire parfois les filles, elles restent avec leur mère, quelques années et même, même les mâles, ils finissent par être chassés souvent ou partir d'eux-mêmes, mais c'est, à 2 ans et demi, quoi. Donc en fait, voilà, c'est pas parce qu'on arrête de téter qu'on n'est plus avec sa mère et qu'on change, complètement, de vie. D'ailleurs, en fait, quand on étudie le budget temps, c'est-à-dire le temps passé par un cheval dans chacune de ses activités sur 24 heures, on se rend compte que le sevrage alimentaire ne change pas le budget de temps des chevaux, c'est-à-dire qu'ils font exactement la même chose. Si on revient à nos conditions domestiques, qu'est-ce qui se passe? On décide qu'il faut sevrer à 6 mois. Quand on pose la question aux gens, en fait, ils savent pas pourquoi. On le fait parce que c'est comme ça qu'on fait et on remet pas cette pratique en cause. Mais il y a pas de publication derrière qui explique pourquoi on fait le sevrage à 6 mois et souvent, on va faire un sevrage brutal avec une séparation totale et définitive de la mère et du poulain, à 6 mois. Alors que dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc en fait, le sevrage tel qu'on le pratique à l'heure actuelle dans la majorité des cas et moi je l'ai fait aussi quand j'ai fait naître ma jument et à l'époque, j'étais pas du tout, ouverte à tout ça et j'étais juste, jeune vétérinaire et je me rendais pas compte de tout ça et j'ai fait un sevrage à 7 mois et demi en pensant que c'était vachement bien, mais en fait, j'ai fait une séparation brutale de la mère et du poulain et j'étais contente parce que c'était pas 6 mois. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la façon dont on le fait, le changement total de vie qu'on impose au poulain autour du sevrage. On change tout. On change l'alimentation, on change les relations sociales. Souvent, on lui met des nouveaux copains parce qu'on met tous les poulains ensemble et parfois même, c'est à ce moment-là qu'on introduit de la nourriture concentrée. Enfin, c'est tout change alors que un sevrage en milieu naturel, rien ne change et donc très souvent, les poulains commencent à avoir des stéréotypies orales au moment du sevrage quand il est fait de manière brutale parce que, ils ont toujours cette envie, ce besoin même irrépressible d'avoir un comportement de tété. Donc ils vont se mettre à avoir des stéréotypies de langue et ça, c'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi dans beaucoup d'espèces, de d'animaux domestiques, élevés, en pour être mangés, hein, les vaches, les veaux, les cochons et cetera. On une explosion des stéréotypies orales au moment du sevrage. Donc le sevrage, c'est le moment clé, vraiment, vraiment et si vous pouvez contrôler la manière dont est réalisé le sevrage de votre poulain, à mon avis, c'est un bonus énorme pour le reste de sa vie, quoi et je veux dire quand on fait naître un poulain, qu'on a un petit élevage, qu'on a une ou 2 juments, il y a aucune raison de faire un sevrage à 6 mois. On peut laisser le temps faire et faire un sevrage naturel et faire en sorte que ça se passe tranquillement, quoi. Vraiment, on le dira jamais assez, je pense. Oui, alors peut-être qu'on ne le répète pas assez, mais c'est vrai que c'est une des questions qu'il faut se poser quand on part faire des essais sur un jeune cheval, mais c'est encore plus la question à poser quand on décide de prendre un poulain ou une pouliche. On doit vraiment s'intéresser et choisir son élevage autour de cette question qui est cruciale pour la suite. D'ailleurs, et voir si on peut influencer ou pas les conditions de sevrage. Il y a des éleveurs qui sont vraiment ouverts à la conversation, qui ne sont pas arrêtés juste à 6 mois ou 8 mois, ou à une manière de sevrer, typiquement je mets le poulain dans le box avec une séparation brutale, etc. etc. Est-ce qu'il y a un autre moment récurrent que l'on connaît pour l'apparition des stéréotypies dans la vie du cheval ? Un autre moment aussi fort que le sevrage, par exemple. Alors effectivement, il peut y avoir un autre moment, qui est plus tardif.
Donc là, dans les publications, en fait, ils ont suivi une cohorte de chevaux sur 4 ans, hein. Donc ils savent exactement ce qui s'est passé de la naissance jusqu'aux 4 ans des chevaux et on voit un nouveau pic d'apparition des Mmh. stéréotypies autour de, 60 à 64 semaines, donc ça doit faire un peu après 1 an, c'est ça? Où là, on a une apparition des stéréotypies dites locomotrices, donc toutes celles qui impliquent pas des mouvements de bouche, mais des mouvements, du cheval. Et là, c'est clairement, la frustration, la motivation derrière. C'est-à-dire que le cheval, il a envie de faire quelque chose, soit d'avoir, de la locomotion, une envie de se déplacer qui est, impossible parce que le cheval est en boxe ou qu'il est dans un petit paddock, ou alors un besoin de contacts sociaux, pareil, qui n'est pas possible parce que les chevaux sont isolés les uns des autres. Et en fait, on se rend compte aussi, toujours quand on suit des populations de chevaux sur plusieurs années, que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de chevaux qui ont des stéréotypies, va augmenter au fur et à mesure des années, avec l'âge. Et probablement, en fait, là, l'explication, c'est qu'une fois qu'une stéréotypie, elle est installée, et on en reparlera, je pense, dans la suite, mais elle est extrêmement difficile à faire disparaître. Et donc, en fait, ça va s'additionner au fur et à mesure, quoi. Les chevaux vont commencer à faire des stéréotypies et on va avoir du mal à les faire arrêter. Donc, le nombre de chevaux total en stéréotypie va augmenter dans une population. Ok, alors si je schématise et si j'ai bien compris, un cheval qui aura développé une stéréotypie dans les premières années de sa vie sera sujet plus facilement à en développer de nouvelles. Oui, tout à fait. Donc un cheval qui, lui, a eu des conditions idéales de sevrage et de détention sur les premières années de sa vie, aura donc moins tendance à développer de stéréotypies par la suite, même si on le plonge dans un environnement avec plus de contraintes. Il ira mieux, enfin, Oh, je ne sais pas si on peut dire ouais. vraiment qu'il ira mieux, je reprécise, mais en tout cas, il n'aura pas forcément tendance à développer son Ouais. mal-être en exprimant ça par l'apparition de tics. Exactement, et ça, il faut vraiment insister, hein. C'est pas parce qu'il a pas de stéréotypie Qui qu'il va va bien. forcément mieux et qu'il va forcément bien. Ouais, Mmh. Mais pour revenir exactement. sur ce que je disais tout à l'heure sur le circuit de la dopamine, en fait, il y a une sensibilisation du circuit de la dopamine par l'apparition de stéréotypies. C'est-à-dire que il y a une stéréotypie qui apparaît, ça génère de la dopamine, ça génère des circuits au niveau cérébral qui vont être de plus en plus empruntés parce que quand le cerveau emprunte un chemin, en fait, il est assez feignant et il va avoir tendance à toujours vouloir réemprunter le même chemin. Donc, il emprunte ce chemin-là pour développer une stéréotypie et finalement, bah, ce circuit-là va être plus souvent activé, les connexions neuronales liées à ce circuit vont s'activer de plus en plus facilement, et donc effectivement, on peut voir apparaître de plus en plus de stéréotypies, ou la même stéréotypie dans de plus en plus de contextes, parce que c'est juste une question de sensibilisation Mmh. de circuits neuronaux. Et on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est le bon moment pour le dire. Il y a probablement quand même aussi une prédisposition génétique à l'apparition des stéréotypies. C'est-à-dire que, il y a, voilà, des chevaux qui vont être plus enclins à exprimer des stéréotypies que d'autres, et donc encore une fois, ça ne veut pas dire que ceux qui n'en ont pas vont forcément bien dans un milieu de vie pourri, mais en tout cas, effectivement, il y en a qui vont plus avoir tendance à avoir des stéréotypies. Notamment, le pur sang est quand même, réputé pour faire beaucoup de stéréotypies. Ouais. Bah sans surprise, oui, oui, tous les élevages de course avec Et une oui, intervention de l'homme très très tôt dans la vie du jeune cheval. mais voilà, en fait, c'est hyper dur de savoir quelle est la génétique et quelle est et quelle est la part des conditions environnementales. Parce qu'effectivement, les chevaux de course sont élevés dans des conditions qui sont très difficiles, mais ils ont malgré tout probablement aussi une prédisposition génétique à exprimer des stéréotypies, même si on l'a pas encore bien démontré chez le cheval. Alors, ça a été juste étudié dans une étude en Amérique du Sud là récemment sur une population de chevaux qui a montré qu'il y avait ce qu'on appelle une héritabilité, donc la propension à avoir des traits de tempérament, ou enfin des traits tout court d'ailleurs, euh, que les parents avaient. Et l'héritabilité des stéréotypies serait faible à moyenne selon les chevaux et selon ce qui a été constaté par l'étude. Donc quand même, oui, il y a une composante génétique, il y a un aspect quand même héritable des stéréotypies.
Mais encore une fois, c'est pas une prédisposition à aller moins bien parce qu'on a des parents qui vont moins bien. C'est juste une prédisposition à exprimer sa frustration de cette manière. Hmm. La stéréotypie, c'est vraiment juste la partie immergée de l'iceberg, hein. C'est celle que l'on voit. C'est celle qu'on voit, c'est ça. Et encore, on les voit pas toutes. Et Il y on en a les voit beaucoup pas qu'on toutes. voit pas. Il y a une question qui me vient pour être sûre de l'avoir posée plutôt. Est-ce que si l'on respecte le sevrage, les besoins fondamentaux, etc., est-ce que notre cheval peut développer des stéréotypies plus tard, vers ses 5 ans par exemple? Non, franchement, un cheval qui a des copains et de la nourriture, il y a aucune raison qu'il développe des comportements anormaux. C'est vrai chez certains animaux, notamment chez le chien, mais le chien, c'est une espèce qui a été quand même hyper sélectionnée sur des caractéristiques, notamment morphologiques, etc., avec des populations génétiques qui ont été extrêmement réduites. Et c'est vrai que chez certaines races de chiens, notamment le bull terrier, on peut voir des stéréotypies apparaître, les bull terriers qui tournent autour de leur queue, hein. Ça peut apparaître même si les conditions semblent bonnes à côté de ça. Mais chez le cheval, ça n'a jamais été décrit et ça n'existe probablement pas. Non. Un cheval, à qui on donne, encore une fois, des copains et des fibres à volonté, il fera pas de stéréotypie. Ok, donc en fait c'est super positif en un sens, car aujourd'hui on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire pour limiter leur apparition. Donc plus on sera informé, plus on sera vigilant dans les premières années pour que l'environnement, le contexte soit favorable, notamment au moment du sevrage, plus les stéréotypies devraient en fait disparaître. Si je me trompe pas. Oui, mais ça a un impact sur la prévention, Ouais. pas tellement sur pas tellement sur le maintien. Parce que si le cheval arrive chez nous et qu'il avait des conditions de vie avant qui étaient frustrantes, qui ne répondaient pas à ses besoins, s'il a déjà développé des stéréotypies, même si on est soi-même parfait et qu'on lui offre les conditions de vie idéales, il est possible que les stéréotypies se maintiennent et il faut évidemment interroger ça. Je ne vais pas dire qu'il faut se poser zéro question et se dire que tout va bien, c'est pas ma faute. Mais il faut aussi savoir se déculpabiliser là-dessus et se dire que les stéréotypies, si elles apparaissent dès l'achat, dès l'arrivée du cheval dans son nouveau milieu, il est probable qu'en fait elles étaient là avant et que malheureusement, faire disparaître des stéréotypies, c'est difficile. Ouais, il y a pardon. C'est Oui, vraiment de la oui, prévention, ouais. voilà. Si tu fais tout bien, tu vas faire en sorte que les stéréotypies n'apparaissent pas. Maintenant, si tu récupères un cheval qui a déjà vécu des choses avant, il peut déjà avoir des stéréotypies, même si tu le mets dans un milieu de vie absolument parfait qui répond à tous ses besoins. Dans un des articles qu'on a lus là avant d'enregistrer avec toi, il y a une autrice qui dit que en fait, on peut voir les stéréotypies comme une cicatrice du passé. C'est-à-dire que tu peux avoir un cheval auprès qui a du fond à volonté, qui s'entend bien, qui est dans un groupe stable et avec qui s'entend bien avec les chevaux autour de lui. Malgré ça, il peut continuer à exprimer des comportements répétitifs, stéréotypiques, parce qu'ils se sont développés avant. Au moment du sevrage, au moment de De la la mise mise au en travail. box, de la mise au travail, etc. Mm. Voilà. Donc c'est pas, c'est ça qui est hyper frustrant, aussi pour, les humains qui ont un cheval qui fait des stéréotypies, c'est que oui, tu peux répondre à tous ses besoins, savoir que malgré tout les conditions de détention sont bonnes et que a priori le cheval est dans un état de bien-être et il peut quand même exprimer des stéréotypies. Parce que c'est une cicatrice de son passé. Si vous souhaitez faire une pause, c'est le moment. Nous en sommes à la moitié de notre épisode avec Mathilde et Laure du podcast Vétologie. Mais si à l'inverse, vous souhaitez enchaîner l'épisode, c'est reparti. Ok. Alors maintenant, une fois qu'elles sont là, on ne peut plus revenir en arrière. Comment on fait
pour soulager notre cheval? Est-ce qu'on doit le laisser exprimer ce comportement jusqu'au bout? Est-ce qu'on doit le détourner? Est-ce qu'une jument qui tique à l'appui au sanglage, si je reprends en fait mon exemple dans l'intro, est-ce qu'il vaut mieux la laisser tiquer? Oui, il faut probablement le laisser s'exprimer. Il ne faut pas le punir, ça c'est une certitude, parce que si on augmente le niveau de stress, le niveau de peur au moment où la stéréotypie s'exprime, on va peut-être interrompre sur le moment, c'est même pas sûr, mais par contre on va vraiment augmenter la probabilité qu'elle apparaisse la fois suivante, parce que si le sanglage typiquement c'est déjà un problème pour cette jument-là, si elle sait que en plus au moment du sevrage on va lui faire peur, Du lui faire mal, sanglage. Tu as dit sevrage, mais au moment du sanglage. je la refais. Euh, Typiquement, cette jument-là, si au moment du sanglage, elle sait que en plus, on va lui faire peur, on va peut-être lui faire mal, voilà, lui donner une claque si ça a déjà été fait, ben oui, probablement que la fois suivante, elle va anticiper ça et être encore plus motivée à exprimer sa stéréotypie. Donc, c'est certain que punir une stéréotypie, ça n'a aucun sens, ou même l'empêcher, hein, je pense à tous les colliers antitiques, etc., ça n'a aucun sens d'un point de vue éthologique et c'est juste se soulager soi parce qu'on voit plus la stéréotypie. Par contre, ça soulage pas du tout le cheval. Est-ce qu'il faut détourner l'attention? Ben, le risque, c'est de renforcer quand même ce comportement-là si on se dit qu'on va détourner l'attention en caressant le cheval, en lui parlant, etc. Donc, peut-être que le mieux à faire, c'est d'ignorer le moment où la stéréotypie apparaît et par contre d'interroger ensuite ses pratiques pour faire en sorte qu'elles soient adaptées et diminuer la probabilité d'apparition. Ouais, donc en fait, il faut essayer de comprendre quel est le contexte d'apparition des stéréotypies et faire en sorte que ce contexte soit n'arrive plus en changeant les habitudes, par exemple, ou en tout cas de faire en sorte que la frustration autour du contexte d'apparition de la stéréotypie soit la plus faible possible si c'est envisageable dans les pratiques avec le cheval. Et je vais rebondir sur le fait que ta jument dans l'intro, elle, a priori, elle exprime, pardon, des comportements anormaux autour du sanglage. Pour moi, ça, c'est un red flag qu'il faut aller voir s'il y a pas des ulcères gastriques. Clairement, voilà. C'est clairement le bon moment pour parler des ulcères. Voilà, c'est effectivement le moment de parler des ulcères. Donc les ulcères gastriques, en fait, on a fait un épisode récemment dans Vétologie sur le sujet parce que encore une fois, avec mon petit pur sang réformé, bah, je suis en plein dedans. Et Mathilde, avec son trotteur, elle y a eu droit aussi, hein, évidemment. Mm. Donc, les ulcères gastriques, c'est un facteur de risque d'apparition de stéréotypie. Ça, c'est dans plein d'études, ils redisent ça. Oui, j'en parlais dans Mmh. l'épisode sur l'alimentation avec Mélanie Gessler. Bah oui. On a mentionné le Ouais, lien, ouais, ouais, mais on n'a voilà. pas vraiment fouillé le sujet puisque je savais déjà que l'on ferait cet épisode ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des Bah, hypothèses ou une théorie sur le sujet? ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose d'autre que des Ouais. théories. Il y a eu beaucoup de croyances, j'ai l'impression qu'elles sont un peu passées, mais sur le fait que le tic à l'air ou le tic à l'appui faisait apparaître les ulcères gastriques. Ça, vraisemblablement, c'est faux, hein. C'est plutôt un lien de corrélation, c'est-à-dire que quand il y a des stéréotypies, il y a aussi des ulcères et inversement. Mais les stéréotypies ne causent pas d'ulcères. Par contre, est-ce que les ulcères cause des stéréotypies parce que le fait d'avaler de l'air peut-être apporte un soulagement, remplit l'estomac et potentiellement aussi fait saliver le cheval. La salive, elle va avoir un effet tampon sur l'estomac, donc diminuer l'acidité et peut-être diminuer la douleur. Ça, c'est possible, mais je ne suis pas sûre qu'on ait de certitude à ce niveau-là. Ouais, pour l'instant, c'est assez discuté ça, mais effectivement, le point de, le cheval fait du tic à l'appui ou du tic à l'air parce que il va augmenter la production de salive lorsqu'il fait ça et donc soulager ses ulcères, c'est quelque chose qu'on lit, régulièrement. Je pense qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est discuté et on n'a pas du Oui. tout la certitude que ce soit vrai. En tout cas, je suis d'accord avec Mathilde pour dire que les stéréotypies ne font pas, d'ulcères gastriques, que ce sont les ulcères gastriques qui peuvent s'exprimer aussi par des stéréotypies. Et alors pourquoi les chevaux, qui ont des ulcères ont aussi des stéréotypies? Bah, je pense que la première cause quand même, c'est que les 2 choses sont provoquées par des conditions environnementales pourries, hein. Voilà, donc Ouais. si effectivement ton cheval vit dans un lieu de détention, stressant, avec,
pas la bonne nourriture, entre guillemets, autour de bonne, mais en tout cas avec, un aliment très concentré, pauvre en fibres, un travail stressant, beaucoup de transport, peu de contact libre avec des congénères, ouais, c'est des facteurs de risque dans Oui, les 2 cas, de stéréotypie et d'ulcère gastrique. oui. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas justement non plus une corrélation avec le Mmh. sevrage? Ou du sevrage ou même après, hein. C'est-à-dire que, Oui. voilà, si effectivement, si on reparle de nos pur sang et de notre auteur qui partent à l'entraînement, à 18 mois, voilà, oui, Mmh. c'est sûr que c'est compliqué et que ces 2 choses-là vont faire en s que ça fait apparaître et des stéréotypies et des ulcères gastriques. Après, pourquoi les ulcères aggravent les stéréotypies? Ça, je sais pas. Je suis pas sûre qu'on ait une explication logique. Je sais pas si Mathilde, tu as une Non. idée? Mmh. Ouais, je crois pas que ça a été, Mmh. déterminé encore. En tout cas, c'est sûr, c'est observé. Mmh. Donc un cheval qui a des stéréotypies, il faut aller voir s'il a des ulcères. Ouais. Et sachant que, on peut aussi redire, que juste changer l'environnement, ça permet pas non plus de guérir les ulcères, hein. Oui. C'est-à-dire si tu récupères un cheval de course, que tu le mets au pré et que tu dis: «Oh ça va aller tranquille», bah non, malheureusement les ulcères, ils seront toujours là et il Il faut faut les les soigner à un traiter. moment. Mmh. Ouais, Bah, j'allais en venir justement à la question des traitements. Est-ce qu'on peut... Enfin, là, on sait qu'on peut traiter les ulcères, mais pas les stéréotypies, c'est ça? exactement. Donc en fait, on appelle, syndrome d'ulcération gastrique des équidés, 2 types de maladies en fonction de si les ulcères touchent la partie squameuse de l'estomac ou la partie non squameuse de l'estomac. Parce que l'estomac du cheval est divisé en 2 parties et tu peux avoir des ulcères, sur l'une ou l'autre des parties. En gros, dans les 2 cas, tu mets quand même, un traitement antiacide et plus ou moins un protecteur de la muqueuse gastrique. Et tu changes les conditions de vie. Bien évidemment. Par contre, donc du coup, pour les ulcères, on a des traitements, Oui. mais pour les stéréotypies, aujourd'hui, il n'existe pas de traitement médical, c'est Vas-y ça? Mathilde, je pense. Alors non, il n'y a pas de traitement connu chez le cheval. Par contre, que ce soit chez le chien ou même chez l'humain d'ailleurs, on traite les stéréotypies avec en fait des antidépresseurs, hein. Parce que les antidépresseurs vont avoir un effet pour le coup apaisant, de diminution de l'anxiété, de diminution aussi de l'impulsivité, et donc vont être un traitement efficace des stéréotypies, évidemment toujours associé à une thérapie comportementale, hein. En tout cas, j'en parle chez le chien, je ne me permettrai pas d'en parler chez l'humain, mais on va toujours associer ces traitements-là au fait d'améliorer l'environnement dans tous les cas. Malheureusement, chez le cheval, on ne sait faire qu'améliorer l'environnement, on ne sait pas tellement traiter, ou en tout cas, si on savait traiter, si on savait utiliser ces molécules-là chez le cheval, ce qui est un peu le cas, ce qui se fait un peu, en fait, il y a des grosses complications chez le cheval qui sont déjà, c'est cher, parce qu'on traite des animaux de 500 kilos et que ça demande quand même d'apporter des grosses quantités de molécules, donc les traitements sont des vraies contraintes de ce point de vue-là. Et chez le cheval, on sait aussi qu'il y a un risque d'ataxie, donc de créer des troubles de l'équilibre euh, avec la mise en place du traitement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas monter sur le cheval parce que ça devient dangereux. Donc ça demande quand même des grosses prises de responsabilité, des grosses prises de risque, et ça représente une contrainte quand même importante. Donc à l'heure actuelle, on ne traite pas les stéréotypies chez le Mm. cheval. Comment on fait en tant que propriétaire si notre cheval il est bourré de stéréotypies pour évaluer une amélioration de son état? Alors déjà, tu as dit le cheval bourré de stéréotypies. Je pense que un des premiers critères, c'est quand même, la place que prennent les stéréotypies dans la vie du cheval. C'est-à-dire que si c'est un cheval qui, dans certains contextes que tu as bien identifiés, peut produire des comportements stéréotypés, mais qui s'arrêtent assez rapidement et qui vont pas en fait devenir, chez l'humain on dirait compulsifs, et prendre la place d'autres choses, tu peux quand même considérer que ça va pas mettre en péril son état de bien-être à un instant donné. Donc typiquement, mon pur sang Artico, oui, il fait des mouvements de tête, après quand je le récompense ou après son repas quand je le remets au pré, mais ça l'empêche pas de brouter, ça l'empêche pas d'avoir des interactions sociales avec ses congénères. Il a quand même une super interaction avec l'humain, il vient toujours, quand on l'appelle, il est pas du tout agressif avec les humains, donc voilà, et ça va pas prendre de la place dans sa vie. Je crois qu'il y a une vraie différence entre des chevaux qui vont stéréotyper tout le temps
ou pendant, je sais pas, 1-2 heures par jour et ceux qui le font quelques secondes dans des contextes très particuliers. Ça, c'est quand même, important à préciser. Oui et après sur, l'évaluation de l'état de bien-être du cheval, bah, maintenant on a des grilles qui existent, hein, et qui sont utilisables, au quotidien, qui ont été en fait vulgarisées pour pouvoir être utilisables par les propriétaires. Donc, on est capable d'étudier le bien-être du cheval dans son environnement de vie. Pas forcément encore au travail, ça c'est un de nos sujets avec Mathilde. Mais en tout cas, dans les conditions de détention, il existe maintenant des grilles et notamment l'IFCE en a sorti une qui s'appelle Cheval Bien-être et en ouais, complètement. Franchement, c'est faisable par tout le monde et ça permet d'avoir une réponse, fiable et étayée sur l'état de bien-être du cheval et en fait, dans la grille cheval bien-être, on note quand il y a des stéréotypies. Donc c'est un des critères qui permettent d'évaluer l'état de bien-être, mais c'est jamais le seul. On peut jamais dire: «Ah, il a des stéréotypies donc il va mal» ou «Il a pas de stéréotypies donc il va bien». Ça fait partie de l'évaluation, de les observer, mais ça ne permet pas d'avoir une réponse, fiable. Ok. Je mettrai, oui, le lien en description de l'épisode pour que chacun puisse retrouver la charte et on en avait parlé aussi une fois de plus avec Marie Sutter. Maintenant, j'aimerais parler d'un point précis, la corrélation entre stéréotypie et apprentissage. Alors, disclaimer, tout de suite, je n'ai pas lu l'étude. Je n'ai lu qu'un résumé et les conclusions de l'étude dont je vais vous parler. C'est l'étude de Martine Osberger, c'est ça? Peut-être. Ouais. Peut-être 2017, je crois. 2017? Ah, moi j'en ai une de 2007 Disons près, sur, peut-être que c'est celle-là que c'est la bonne. stéréotypie. Alors Ouais. pour nous aider à la retrouver, dans la vulgarisation que j'ai lue, ils identifieraient un lien entre stéréotypie et apprentissage. Notamment le groupe de chevaux présentant des stéréotypies connues aurait eu plus de mal à effectuer la liste des tâches proposées. Est-ce que ça vous parle ou pas cette étude ? Oui. Donc effectivement, La c'est une... spécialiste, apprentissage, c'est Mathilde. Ah très bien. Mathilde, peux-tu nous faire le vrai du faux ? Non, en fait, c'est complètement effectivement la conclusion de cette étude, donc qui est effectivement une étude française qui date de 2007, et qui a effectivement conclu que les chevaux, dans l'apprentissage d'une tâche, déjà avaient moins de réussite. Les chevaux qui avaient des stéréotypies avaient moins de réussite que les chevaux qui n'en avaient pas, et que quand ils réussissaient quand même la tâche demandée, euh, ils y arrivaient au bout de plus longtemps. Donc il leur fallait plus de temps pour apprendre. Donc effectivement, cette étude avait conclu que les chevaux à stéréotypie apprenaient plus lentement et avec moins de succès que les chevaux sans stéréotypie. Mais, et c'est ça qui est assez rigolo que j'ai constaté quand j'ai cherché du coup la biblio à ce sujet, une étude de 2018, donc plus récente, a dit exactement le contraire. Donc c'est un peu le même design d'étude, hein. On demande aux chevaux d'exécuter une tâche et on prend une population de chevaux qui ont des stéréotypies, une population de chevaux qui n'en ont pas. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence d'apprentissage entre les chevaux à stéréotypie et les chevaux sans stéréotypie. Donc, est-ce qu'on peut se dire cette étude est plus récente, donc celle qui a raison? Non, bien sûr que non, hein. Il faut aller voir précisément comment les études sont faites, etc. Et je ne me permettrai pas, moi, à mon échelle, d'avoir une conclusion tranchée. Mais ce que l'étude de 2018 avance, c'est que on ne modifie pas les capacités cognitives des chevaux qui ont des stéréotypies, mais par contre, il est probable que le fait d'empêcher les chevaux d'exprimer leurs stéréotypies retarde leur capacité d'apprentissage. Donc on augmente la frustration, on augmente le stress en empêchant les chevaux de stéréotyper. Et là, oui, ils ont des capacités d'apprentissage moindres parce que leurs stéréotypies sont un moyen pour eux de s'adapter, sont un mécanisme adaptatif pour répondre à la contrainte entre guillemets de l'environnement, pour répondre aux défis qui leur est posé par l'environnement. Et donc, si on les prive de ça, ils vont pas réussir, en tout cas, ils vont moins bien réussir la tâche demandée. Je pense qu'on peut faire le parallèle peut-être avec les humains qui rongent leurs ongles, font tourner leur stylo dans leurs mains, rongent leur stylo, etc. Tous les enfants qui font ça à l'école, si on les empêche, si on leur dit maintenant tu touches plus à ton stylo, tu touches plus à tes ongles et tu gardes les deux mains sur la table, ils vont moins bien réussir la tâche demandée.
Pour autant, est-ce qu'ils sont moins bons? Je pense pas. Mais le fait d'avoir ces gestes-là répétitifs, c'est finalement une manière de s'adapter, de se concentrer pour eux. Et donc, si on les prive de ça, oui, ils vont être moins bons, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons en général. Et ce que je voulais ajouter, c'est que probablement, il faut aussi regarder en détail, la tâche demandée dans les articles. C'est-à-dire que dans l'article de 2007, ce qu'on demandait aux chevaux, c'était il y avait une boîte dans laquelle il y avait de la nourriture et le cheval, on lui montrait qu'il y avait de la nourriture dans la boîte et il devait trouver comment ouvrir la boîte avec son nez, soulever le couvercle et prendre la nourriture. Donc peut-être que des chevaux qui vivent au box dans des conditions qui sont pas du tout optimales pour eux, quand tu leur fais cet exercice-là, ils sont peut-être extrêmement frustrés parce qu'il y a une histoire de nourriture en jeu et que donc ils n'arrivent pas à répondre correctement à ce qu'on leur demande et à produire cet apprentissage. Alors dans la publication de 2018, je sais plus ce que c'était Je suis en le... train d'essayer de regarder. Euh, Pause, temps mort. Alors, il y avait, je vais le redire, mais je le dis vite fait comme ça, il y avait une tâche de discrimination entre Ah, c'est pas les deux mêmes, hein. objets. Non, non, c'était pas les mêmes. Ah, c'est ça, je pense, la différence. Bah oui, oui, non, mais complètement. Complètement. Et complètement, Complètement. complètement. Euh, alors, je comprends rien. J'avoue que celle-là, j'ai lu juste l'abstract, celle de... C'est Stéphanie Rimmer, c'est ça? Euh, Non, c'est Frémont. Je sais absolument pas Ah qui oui, c'est. c'est une Suisse, je crois. Ouais, ça fait bien suisse, ouais, comme nom. Ouais, c'est ça. Et ben, il y a Alice Ruet, par contre, qui a participé, donc quand même. Mais en gros, ouais, c'est Two Choice Visual Discrimination Task. Donc, on leur Ouais, demande c'est pas de. du tout pareil. Non, c'est pas du tout la même Du tâche. coup, ouais, tu veux qu'on le refasse? Ouais, bien Ah oui, sûr. oui, non, on va pas. Ouais, ça, tu coupes, hein. Je finis juste de lire vite fait. Bon, ouais, c'est hyper complexe, hein. Leur design de tâches, je vais pas détailler, mais. Attends, donc je reprends la phrase. Ouais, 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 ok. ouais, ouais. Je sais plus exactement ce que je disais, mais il faut regarder la... Ouais, demander dans les études, ouais. Donc, en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'aller voir dans le détail du design de l'étude et chercher exactement ce qui a été demandé aux chevaux dans chacune des deux études dont on parle là. Donc, je sais que dans la publication de 2007 de l'équipe de Martine Osberger, on demandait aux chevaux d'ouvrir une boîte dans laquelle il y avait de la nourriture. Donc, on montrait au cheval qu'il y avait dans cette boîte une récompense alimentaire et le cheval devait ensuite soulever le couvercle pour aller chercher la récompense et il avait 3 essais pour le faire et s'il n'y arrivait pas à la 3e fois, on disait qu'il avait échoué. Par contre, dans la publication de 2018, je ne sais plus ce que c'était le protocole expérimental, peut-être que Mathilde peut nous aider là-dessus. Alors, c'est un protocole qui est assez complexe, mais en gros, on demandait aux chevaux de faire de la discrimination visuelle entre deux stimuli. Donc, c'est pas du tout la même tâche. En fait, on leur demandait de différencier deux images. Et donc, il n'y a pas du tout de recherche de nourriture en jeu. Et effectivement, pour des chevaux qui ont des stéréotypies liées à de la frustration alimentaire, on peut penser que c'est extrêmement complexe d'aller chercher de la nourriture et que ça génère énormément de frustration et qu'il y a un enjeu énorme qui fait que la concentration est plus difficile, alors que si on leur demande de se concentrer sur de la discrimination entre deux stimuli, bah finalement l'enjeu est peut-être moins énorme pour eux et donc la concentration plus facile. Hmm. C'est super intéressant parce qu'en fait, dans les deux études là dont on parle, les fonctions cognitives demandées ne sont pas identiques et déjà entre elles, mais elles ne sont surtout pas identiques à ce qu'un propriétaire va demander ou tenter d'apprendre à son cheval. Tout à fait. Par Après, la suite, ouais. la difficulté aussi pour créer ce genre d'études, c'est qu'en fait, on ne peut pas demander aux chevaux d'apprendre quelque chose qu'ils savent déjà faire. Et probablement que les chevaux de cette étude-là, ben, s'arrêter, sauter un obstacle, reculer, etc.,
ils savaient sûrement déjà faire, ou en tout cas ils avaient déjà eu des expériences vis-à-vis de ça, alors que ouvrir une boîte dans laquelle il y a de la nourriture ou discriminer deux images, ben, c'est quelque chose qu'on leur demande pas souvent. Mais en t'écoutant parler, je me suis aussi dit que peut-être ouvrir une boîte pour aller chercher de la nourriture, c'était des choses qui étaient souvent inhibées aussi chez les chevaux. Puni même, Ouais, probablement, tu par vois? inhibé, je voulais dire puni. Ouais. et, euh, et donc peut-être que ces chevaux à stéréotypie-là, qui étaient des chevaux frustrés, c'était des chevaux qui avaient déjà cette tendance à aller fouiller dans les boîtes de pansage, à jouer avec leurs portes de boxe, des choses comme ça, et qui donc avaient été punis pour ça. Donc est-ce qu'on peut pas imaginer aussi que ces chevaux-là, ce comportement-là d'ouvrir une boîte, c'était quelque chose de compliqué pour eux, aussi parce qu'on les en avait très souvent empêchés par le passé, et donc forcément ils étaient plus longs à exprimer ce comportement, et ils y arrivaient parfois moins, aussi parce que ils avaient des mauvaises expériences vis-à-vis de ça. Je pense qu'en conclusion, on peut quand même se dire que s'il est très difficile de comparer différents types de stéréotypies, c'est-à-dire qu'il y a probablement des choses, diverses en termes de neurosciences et de ce qui se passe dans le cerveau entre des chevaux qui ont des stéréotypies orales et des chevaux qui ont des stéréotypies locomotrices, et qu'on peut aussi pas faire de grandes, conclusions sur Mmh. l'apprentissage parce qu'en fait, il y a plein d'apprentissages différents. Et il y a des apprentissages où le cheval doit prendre des décisions, il y en a où il doit faire de la discrimination entre des objets, et cetera. Donc en fait, c'est vachement compliqué d'avoir une réponse, claire et Tranché. précise, sur, tranchée sur est-ce que les chevaux qui ont des stéréotypies apprennent mieux, moins bien, pareil que les autres? Bah, pour l'instant, on ne sait pas. C'est clair et c'est du coup super important de repréciser. Je suis hyper contente de vous avoir posé la question. Comme ça va m'enlever un a priori. Pour l'instant, donc, on ne sait pas s'il y a un rapport, car donc les deux études menées n'ont pas été construites, c'est ce qu'on vient de voir de la même manière. Donc aujourd'hui, les conclusions, elles restent hypothétiques. Alors, comment traiter un cheval avec des stéréotypies au travail quand on est propriétaire et comment adapter sa pratique équitante? Est-ce qu'il y a besoin de l'adapter? Probablement, sur un cheval qui a des stéréotypies, je pense que ce qu'il faut, conseiller aux gens, c'est d'être très patient avec eux. C'est-à-dire que peut-être que ces chevaux-là, comme ils ont tendance à être répétitifs et à produire toujours la même chose, on va avoir l'impression qu'ils sont moins performants sur certaines tâches très particulières, et clairement, il faut pas les punir, il faut pas aller dans la coercition sur ces chevaux-là, quoi. Il faut au contraire leur expliquer ce qu'on attend d'eux et les amener à proposer une autre réponse. Parce que on le voit aussi sur les chiens, hein, avec des stéréotypies, qu'ils vont tendance à produire toujours le même comportement dans le même contexte, et ce qu'on demande aux humains, aux propriétaires, c'est justement de faire en sorte de proposer un autre comportement pour que le comportement répétitif ne soit pas renforcé à chaque fois et n'apparaisse pas tout le temps. Donc voilà, patience, patience, patience. Un autre truc qui est important aussi, c'est probablement dans les apprentissages pour les chevaux qui ont des stéréotypies, d'apporter du contrôle et de la prévisibilité à l'entraînement. On en parlait tout à l'heure pour les chevaux qui sont au pansage et qui savent pas ce qui va leur arriver au pansage, ils savent pas combien de temps ça va durer, ils savent pas quand ça va s'arrêter, et ils connaissent pas l'issue de la chose. Donc ils sont à la tâche, ils sont parfois pansés, parfois pas, parfois nourris, parfois pas, ils savent pas pour combien de temps, etc. Donc ça, je pense que c'est un facteur majeur de frustration et de stress, qu'on sous-estime probablement énormément, parce que nous, dans nos têtes d'humains, tout est bien prévu, on sait exactement ce qu'on va faire, mais on ne peut pas le communiquer au cheval. Donc pour ça, je pense que c'est très important d'utiliser des outils qui vont apporter au cheval des moyens de contrôler son environnement et de prévoir ce qui va lui arriver. Donc ça peut être, Laure en parlait un petit peu, mais savoir demander le consentement du cheval au pansage par exemple, mais aussi au travail. Ça peut être aussi utiliser des mots, hein, tout simplement, dire ce qu'on va faire, annoncer ce qu'on va faire, soit par des mots d'ailleurs, soit par des gestes, pour que le cheval sache ce qui va se passer ensuite, et comprenne un peu les choses. Moi, je sais que mon cheval qui a des stéréotypies, je les ai considérablement diminuées en lui annonçant les choses. Par exemple, mon cheval, il avait tendance à attraper son licol avec la bouche au moment où je lui mettais au pré, ce qui est quand même passablement peu pratique. Et en plus, moi, je pratique l'équifile, et en équifile, on a un test qui est le test du licol. Et donc, au moment où tu fais ton test du licol et où ton cheval attrape son licol au milieu de la carrière de concours, c'est pas très pratique. Donc, il fallait absolument que je fasse passer ça.
Et en fait, tout bêtement, j'ai fait 2 choses. La première chose, c'est que systématiquement, au moment où je lui mets son licol, je me place loin devant lui et c'est lui qui couvre le dernier mètre pour venir se mettre en position. Donc il me donne son consentement. En tout cas, tant qu'il le fait pas, il a pas son licol, donc il sait que moi je vais pas le coincer et le placer dans une situation inconfortable. Et la deuxième chose, c'est que je lui annonce, je lui dis licol. Et c'est tout bête, mais ces 2 choses-là, ça a fait passer, je dirais 90% du temps cette habitude-là. Et les 10% qui restent, c'est quoi? C'est des moments où j'utilise des récompenses de forte valeur, donc pour lui c'est des pommes, mais où il sait qu'il va recevoir quelque chose de très très motivant pour lui, et donc là l'anticipation fait qu'il va de nouveau exprimer ce comportement-là. Et la deuxième chose, en ce moment il le refait, et j'ai compris en quelques jours qu'en fait j'utilisais une ration qui était riche en amidon. Et tout simplement cette anticipation de ration riche en amidon qui lui est donnée parfois au pré, je pense que ça crée de nouveau ces stéréotypies orales là. Donc il faut voir l'environnement global, hein, parce que là pour le coup c'est juste une question de ration qui lui est pas donnée au moment où je lui mets le licol ni rien, donc c'était pas une question d'anticipation au moment du licol, mais c'est quelque chose qui arrive dans sa vie et qui lui arrive tous les jours, et ça joue. Et il faut aussi donc apporter du contrôle, de la prévisibilité, et ça m'a énormément aidé à régler plein de ces stéréotypies. Oui, oui, oui. Ça, c'est super important, la prévisibilité. Dans le quotidien des chevaux, c'est important et c'est rassurant. D'ailleurs, dans ton cas et dans le mien aussi avec Iggy, on voit bien que, par exemple pour le saut de complément, depuis que je l'ai retiré de l'aire de pansage pour l'instaurer à un autre moment ailleurs, dans un autre endroit, on a déjà gravement amélioré le calme à la tâche, parce qu'il n'y a plus de frustration et elle sait que quand on va à la tâche, c'est égal à pansage, pied, etc. D'ailleurs, je trouve aussi qu'elle garde bien mieux son calme, même si elle voit d'autres chevaux à la tâche avec leur saut, alors qu'avant ça entraînait vraiment des grattements au sol de l'antérieur, ou voire même d'ailleurs de l'encensement. Et oui, parce que quand elle te voit, elle sait qu'elle va avoir un saut à un moment, et elle sait pas combien d'étapes il y a, combien de choses il y a à faire avant d'y arriver. Donc le fait de donner le saut avant, ça fait que oui, comme tu dis, elle est débarrassée de ça, elle n'est pas en train de peut-être de chercher ce qu'il faut faire pour y arriver. Un autre moyen d'adapter sa pratique aussi sur les chevaux qui ont des stéréotypies, donc qui sont souvent des chevaux qui sont ou ont été frustrés et qui sont ou ont été stressés, ça va être d'essayer de les rendre optimistes. En fait, on sait que les animaux, de manière générale, peuvent être optimistes ou pessimistes sur l'issue d'un événement. On le sait grâce à des tests de biais cognitifs, donc c'est quelque chose d'un peu complexe, et je ne sais pas si c'est pertinent de détailler ça maintenant, mais en tout cas, on constate qu'on a des différences de perception de l'environnement chez les animaux. Et je pense qu'une bonne manière de gérer les apprentissages d'un cheval qui a des stéréotypies et qui donc potentiellement a un passé qui n'est pas forcément très drôle, ça peut être de chercher à le rendre optimiste sur ce qui va lui arriver, au moins au travail. Donc ça, on le fait par la prévisibilité, hein. C'est évident que quand on sait ce qui va nous arriver, on est un petit peu plus optimiste, surtout si on anticipe quelque chose de positif. Et on peut aussi se dire qu'on va favoriser l'utilisation de tâches faciles, donc faire des choses très faciles et qui sont gagnantes à tous les coups au cheval. Tout bêtement, moi, mon cheval, je lui ai appris à me toucher la main avec son nez quand je lui tends la main d'une certaine manière. Et c'est quelque chose d'extrêmement prévisible dans sa vie, c'est quelque chose de très facile. Donc à tout moment, dans un moment un peu de stress, un peu d'agitation, je lui tends ma main, il la touche, il a une récompense. Ça marche à tous les coups. Et ça reporte son attention sur moi. Et c'est quelque chose d'extrêmement facile pour lui et d'extrêmement certain dans sa vie. Si l'environnement autour est un peu bizarre, un peu inquiétant pour lui, il y a une chose qui va forcément marcher, qui va forcément lui apporter du positif. Et je pense que cette stabilité-là et cet apport d'optimisme-là, ça peut aussi beaucoup aider les chevaux qui ont des stéréotypies. Merci. J'aime bien l'optimisme, c'est une des valeurs du podcast, donc je suis vraiment contente qu'on puisse le mentionner et que cette valeur serve aussi dans le cadre des stéréotypies. J'aimerais finir maintenant cet épisode en stoppant net une légende urbaine qui a un peu la peau dure.
Alors je dis légende urbaine, mais je vous pose la question en fait. On parle souvent de mimétisme dans le cadre des stéréotypies. Peut-on affirmer qu'un cheval ne transmet pas sa stéréotypie par mimétisme ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Alors effectivement, je pense que à l'heure actuelle, on ne peut pas totalement exclure le fait qu'un cheval puisse imiter un autre, même si on n'a encore jamais réussi à montrer que les chevaux apprennent en regardant les congénères, en imitant. Donc voilà, on peut pas l'exclure totalement, mais a priori, c'est quand même très, très peu probable que ce soit ça qui se passe. Parce que ce qu'on peut plutôt se dire, et ce qui serait l'explication la plus logique, c'est que si 2 chevaux dans la même écurie ont des stéréotypies, c'est parce que les conditions environnementales que l'on propose à ces 2 chevaux sont identiques et qu'elles favorisent l'apparition des stéréotypies. Donc faut pas se dire, parce qu'en fait, le problème quand on se dit ça, c'est qu'on a tendance à mettre à l'écart les chevaux qui font des stéréotypies et donc à les mettre dans un endroit où ils voient pas de congénères, où ils ont encore moins de stimulation et donc on va encore appauvrir un peu plus leur environnement. Alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, on l'a dit tout au long de l'épisode, ce qu'il faut faire, c'est enrichir l'environnement pour qu'il apporte et qu'il réponde, pardon, aux besoins fondamentaux des chevaux. Donc, quand on sous-entend que le cheval peut transmettre sa stéréotypie aux autres, on sous-entend aussi qu'il faut le mettre à l'écart. Alors que pas du tout, ce cheval-là, il faut le laisser avec ses congénères si c'est possible. Et que probablement que l'explication la plus logique, c'est que les chevaux n'imitent pas les stéréotypies, mais qui vivent dans des conditions qui favorisent l'apparition des stéréotypies. Par contre, ce qui a été bien démontré, c'est que les chevaux qui agressent leurs voisins au box génèrent des stéréotypies chez leurs voisins. Donc si les interactions entre chevaux, le peu d'interactions entre chevaux que ces chevaux-là reçoivent, c'est des interactions qui sont agonistiques, là ouais, on peut déclencher des stéréotypies comme ça. Mais c'est plus une question de stress généré par le voisin que de stéréotypie en soi. Alors merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange riche. On retiendra qu'en limitant les conditions de stress et en reproduisant les conditions naturelles au moment du sevrage, on pourrait en fait réduire grandement l'apparition des stéréotypies du cheval. Mais aussi en maintenant le cheval par la suite dans un environnement riche et qui répond à ses besoins fondamentaux. On a aussi pris le temps de détailler les conclusions des 2 études menées sur l'impact des stéréotypies dans l'apprentissage du cheval, pour se rendre compte en fait qu'il ne fallait pas encore tirer de conclusions hâtives, mais que par principe on peut adapter l'apprentissage en tout cas, en amenant de la prévisibilité, de la compréhension et vraiment du consentement. Et pour finir, j'aimerais vraiment rappeler que vous aussi, vous avez un super podcast qui s'appelle Vétologie, avec plein d'épisodes enrichissants autour de l'étude du comportement équin, mais aussi canin et félin. Vétologie, c'est aussi donc un compte Instagram sur lequel on peut vous joindre un MP si on a des questions, c'est ça, sur nos animaux, ou en tout cas pour prendre contact avec nous. On essaye d'y répondre, parfois on a quelques jours de retard, mais on finit toujours par y arriver. À mon tour de te remercier, c'était vraiment hyper enrichissant de discuter de ce sujet des stéréotypies et on se rend compte effectivement qu'on sait des choses mais qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et le mot-clé, je pense que c'est la prévention, hein. On a compris que c'était difficile de guérir une stéréotypie, donc faut vraiment tout faire pour qu'elles apparaissent pas dans les premiers mois, les premières années de vie des chevaux. Moi aussi, je te remercie. C'était vraiment un échange enrichissant et agréable. C'est un sujet qui est vraiment très important et je le redis, mais qui est souvent, à mon avis, sous-estimé parce que certains comportements sont des stéréotypies et sont perçus comme des comportements rigolos du jeu, etc. Donc c'était important de parler de ça et de rappeler que les stéréotypies, ça existe, ça fait partie malheureusement du quotidien avec les chevaux, soit parce que leur environnement actuel ne leur convient pas, soit parce qu'il n'a pas convenu à un moment. Donc voilà, c'est vraiment important d'en parler et je te remercie de nous avoir laissé cet espace de parole là. Et voilà, c'est déjà la fin de ce chapitre aux côtés de Laure et Mathilde. J'espère qu'il vous a autant plu que nous avons pris du plaisir à l'enregistrer.
Rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode aux côtés d'une invitée que vous connaissez déjà, puisque je l'ai reçue ici, à ce micro, dans un précédent épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours, ici même. Si vous n'aviez pas pris le temps de vous abonner au podcast en début de chapitre, c'est le moment de le faire. J'en profite donc pour vous remercier de vos écoutes. Vous êtes le moteur qui fait avancer la machine. Sans vous, personne pour écouter, pour partager et nous permettre de nous faire connaître. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et à bientôt.